Donc nous voici maintenant arrivés à la carte de face avant avec un schéma globalement plus simple que celui de la carte principale, vu qu'il n'y a que 5 pages à cette représentation schématique. Donc là, il n'y a pas de vue d'ensemble proposée dans ces schémas. On attaque directement avec les connexions au niveau du connecteur PCI Express, donc connecté directement à la face avant, à la carte principale, pardon. Donc le connecteur, le voici. On retrouve les signaux qui étaient déjà présents sur la carte principale, sur le schéma de la carte principale. Et on voit un petit peu à la manière de la carte principale un détrompeur avec des diodes pour fabriquer du 15 volts à partir du 15 volts front et du 15 volts back. Mis à part qu'il s'agit en fait de 12 volts, mais le principe est le même. Au niveau du 15 volts, à quoi ça va nous servir? En fait, on dispose d'un module qui va fabriquer du plus 15, moins 15 pour des montages analogiques à partir de ce 15 volts. Donc là encore, un petit peu comme on avait pour les ventilateurs, sur la carte principale, il y a une diode Zener pour faire chuter la tension d'entrée, parce qu'il s'agit d'un convertisseur qui n'accepte que du 12 volts en entrée à partir du 15 volts. Donc là encore, c'est superflu vu qu'on est en 12 volts d'alimentation, donc pas besoin de cette Zener, on peut la mettre en court-circuit. On retrouve des circuits qui étaient exactement les mêmes sur la carte principale, à savoir des drivers de MOSFET, sauf que là ils ne sont pas utilisés en driver de MOSFET, ils sont simplement utilisés en buffer pour des liaisons série. Donc c'est en quelque sorte une adaptation d'impédance. C'est une fonction oui au sens logique du terme, mais avec une capacité à driver une ligne capacitive sans trop de problèmes. C'est pas forcément indispensable, mais ça permet d'éviter les problèmes de défauts de signaux logiques à cause d'une charge excessive sur une sortie logique d'un circuit. Ce qu'on peut voir, c'est tout simplement l'interfaçage de la roue codeuse, de la molette, avec les deux voies A et B et le bouton poussoir, donc qui sont reliés à des circuits de pull-up, des résistances de pull-up avec le 3,3 volts et avec des petits filtres RC additionnels pour éventuellement éviter des parasites dus à des rebonds sur les boutons poussoirs. Donc en partie ce circuit-là est là pour ça. Et donc on a les circuits associés aux interrupteurs de face avant pour la configuration, qui eux aussi reposent sur des résistances de pull-up en série avec les résistances et alimentés en 3,3 volts. Donc on a affaire à des signaux logiques 0, 3,3 volts dans tous ces cas de figure. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, ce sont à nouveau des drivers qui ont pour seule fonction d'alimenter des LED qui reproduisent à l'identique les signaux de configuration des interrupteurs, sélection des interrupteurs bas, haut et mode de contrôle analogique, numérique ou local distant. Et donc à chaque fois on a une LED, différentes couleurs, vert pour les sélections d'interrupteurs, rouge pour le mode analogique numérique, le contrôle du mode analogique ou numérique, et le fonctionnement local ou distant avec une LED bleue. Donc c'est juste de l'informatif pour l'utilisateur. Le bar graphe, le principe est le même, on va piloter des LED au travers de buffers assortis de 3 états qui sont contrôlés par une entrée output enable. Donc en fait quand la sortie est désactivée, on est en circuit ouvert et les LED ne s'allument pas, et quand on a des sorties activées, les LED ne vont s'allumer que si on a un état haut
à la sortie, et donc ça doit correspondre à un état haut en entrée de ces buffers. Et donc pour fabriquer ces 16 signaux numériques, eh bien on utilise deux registres à décalage 8 bits en cascade, pilotés par le canal A et l'horloge générale qui est notée ici GCLK et qui était précédemment qui s'appelait GEN CLK. Alors, petit détail, l'ordre des broches n'est pas forcément l'ordre logique 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 15, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas nécessité d'avoir un ordre parfait. L'important c'est de savoir quel bit allume quel LED. La technique qui est utilisée ici, c'est ce qu'on appelle du pin swapping. De la même manière, quand on vient interconnecter une mémoire à un microcontrôleur, on peut parfaitement intervertir des bits d'adresse et voire des bits de données. L'important c'est pas tellement de savoir dans quel ordre sont rangées les cases dans la mémoire et dans quel ordre sont rangés les bits dans chaque case mémoire. L'important c'est ce que verra le microcontrôleur. Et donc lui, il interprétera les choses à sa manière et ça n'a pas d'incidence. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour des raisons de routage. On a parfois intérêt à intervertir des bits pour éviter que des pistes se croisent sur le circuit imprimé et ça simplifie le routage et la fabrication de la carte. Alors là, la page qui se trouve ici, c'est la page dédiée au signal analogique de sortie analogique. Donc le analog out front, c'est le signal qui provient de la carte principale et si vous vous rappelez, c'est la sortie de mesure de courant en provenance du capteur de courant, LEM. Donc l'idée elle est toute simple. On a ici un potentiomètre qui va permettre de régler une tension entre 0 et 3,3 volts avec un petit filtrage et avec des résistances qui se trouvent ici qui sont très grandes devant la résistance du potentiomètre, donc sans incidence ou presque. Donc en fait on va être capable de régler par exemple 2,5 volts et si vous regardez bien en fait ici vous avez un soustracteur qui va permettre de soustraire 2,5 volts à un signal dont on sait que sa valeur au repos est de 2,5 volts. Donc on sera capable d'annuler la composante continue en sortie du capteur, le but étant à la fin de fabriquer un signal positif si le courant est positif et négatif s'il est négatif. Donc l'idée elle est toute simple, soustracteur suivi d'un amplificateur inverseur. Alors pourquoi inverseur? Tout simplement parce que on va être amené à faire la soustraction de la composante continue, mais vu que ici on a un gain négatif, il faut absolument avoir un gain négatif à ce niveau-là. Donc en fait, plutôt que de faire ça moins ça, on fait l'inverse, on fait ça moins ça, et donc en fait à ce niveau-là, on va récupérer un signal négatif lorsque le courant sera positif, et un signal positif lorsque le courant sera négatif. Et en remultipliant derrière par un gain négatif, ça redeviendra à l'endroit. Donc signal positif ici lorsque le courant est positif, signal négatif lorsque le courant est négatif. Et donc ce signal est directement envoyé vers la sortie BNC au travers d'une résistance de protection pour limiter le courant en cas de court-circuit si on fait une erreur de manip. Et ici on voit une inductance de mode commun qui va éviter la propagation de courants de mode commun, de parasites qui peuvent être gênants sur des câbles, même sur des câbles blindés comme on a dans un câble coaxial. Donc le but est clairement d'éviter de propager des perturbations. Et on fait la même chose d'ailleurs sur le signal d'entrée, il y a le même courant, la même inductance de mode commun, associé cette fois à un écrêteur pour faire en sorte que le signal compris entre 0 et 5 volts ne puisse pas dépasser de beaucoup les 5 volts et ne puisse pas descendre de beaucoup en dessous de 0. Donc ça c'est tout le circuit de protection du signal d'entrée.
Et puis pour finir, le signal de sortie analogique, bien, il y a une indication de signe et d'intensité en quelque sorte grâce à ce circuit-là. En fait, on convertit la tension appliquée ici en courant qui va être drainé vers les diodes électroluminescentes, donc qui va allumer la LED rouge si le courant est positif et qui va allumer la LED verte si le courant est négatif. Et donc ces ampli-up nécessitent une alimentation plus 15, moins 15, et c'était la raison d'être du convertisseur qui fabriquait le plus 15, moins 15 sur la première page. Et donc pour finir, on retrouve un schéma ici qui est exactement le même que pour le bar graph. On a affaire à 16 LED qui cette fois vont servir pour la matrice de LED représentative de l'état du convertisseur, à savoir s'il est alimenté ou non, s'il fonctionne en mode normal ou non, s'il est en mode de repos, s'il est en défaillance, et si oui, quel type de défaillance. Donc voilà pour le principe. Et donc pour l'implantation physique, donc là j'ouvre le fichier PCBdoc où on peut voir la carte avec son contour un petit peu avec des découpes un petit peu particulières pour éviter les collisions avec un certain nombre d'éléments du boîtier, et avec des découpes pour laisser passer deux des interrupteurs, deux des quatre interrupteurs et les deux BNC, BNC1 et BNC2 qui se trouvent ici. Et donc la vue 3D, la voici. Et donc on peut voir une vue 3D de la carte avec la roue codeuse, le codeur incrémental avec son bouton poussoir intégré, et les composants qu'il y a sur la carte, y compris les drivers de LED, les buffers à sortie 3 états. Et en fait on voit ici en vert transparent une pièce en plastique qui sert d'entretoise entre la carte et la plaque en aluminium qui servira de face avant. Le but étant de laisser un espace suffisant pour les LED parce qu'elles ont une certaine épaisseur, et pour les composants de face avant également, pour éviter que ces composants soient directement en contact avec le boîtier en aluminium. Et donc les découpes que l'on peut voir ici en forme de peigne ont pour but de bloquer la lumière d'une LED vers le trou d'une autre LED. Le but étant à la fin que quand une LED soit allumée, elle n'ait aucune incidence sur la lumière reçue par un trou qui se trouverait à côté, pour éviter les lumières parasites. Donc cette pièce, comme les entretoises de la carte principale, ou comme le bloc de raccordement entre les IGBT et la carte principale, ce sont des pièces en plastique imprimées en 3D au niveau du Fab Lab de l'UTC, et qui ont été conçues avec un logiciel en ligne qui s'appelle Onshape, qui permet de faire de la CAO paramétrique comme on pourrait le faire avec des logiciels du commerce, mais qui a l'avantage d'être gratuit quand on fait à titre personnel des cartes qui n'ont pas vocation à être commercialisées, et qui sont en nombre illimité tant que on donne accès aux autres, on donne l'accès aux fichiers aux autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de découverte de l'aspect fonctionnel des cartes. Et donc les vidéos qui vont suivre seront focalisées sur la réalité physique de ces cartes, sur leur assemblage, et donc on terminera, comme je l'ai dit à la vidéo précédente, par une prise en main du bras de pont pour alimenter un moteur à courant continu. Voilà.